l'histoire sont bien Au rythme de rencontres, d'échanges. la grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs, Le grand lieu d'expression et de débat lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit, curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit, qui aident à prendre la mesure des choses À éclairer le présent et l'avenir. dans l'espace et dans le temps. Donc on est tous évidemment ravis et honorés de vous recevoir cette année à Blois, Daniel Cordier. Alors les rendez-vous vous ont proposé d'être le grand témoin de l'édition de cette année parce qu'elle est consacrée aux rebelles dans l'histoire. Vous avez eu plusieurs vies, mais on peut sans doute dire que s'il y a bien un fil rouge qui traverse toute votre existence, c'est le choix indéfectible de la liberté au prix de certaines ruptures, avec aussi certaines transgressions. Alors en 1940, évidemment, quand vous quittez la France sur le Léopold II pour rejoindre finalement Londres, mais pas seulement, par la suite aussi, en 1964, par exemple, quand vous fermez votre galerie et que vous publiez ce texte qui est désormais célèbre, même si tout le monde ne le connaît pas, pour prendre congé, vous vous en prenez à la politique artistique de l'État et aux grands collectionneurs français. En 1977 aussi, quand vous changez, vous entrez dans une nouvelle vie, une vie d'historien, et où vous vous consacrez à l'écriture de l'histoire de la résistance et en rompant avec ce qui était alors l'historiographie dominante sur la résistance. Comment est-ce que vous, alors depuis, disons, la fin des années 90, vous vous êtes lancé dans l'écriture autobiographique avec Alias Caracalla, et puis très récemment les Feux de Saint-Elme, qui devaient constituer pour partie le début d'Alias Caracalla. Avec ce travail introspectif, d'une certaine façon, comment est-ce que vous expliquez justement ce choix de la liberté qui s'ancre sans doute dans quelque chose qui tient à votre jeunesse? Oui, là, il faut creuser alors une époque de la vie dont on ne parle pas. Enfin, la plupart d'entre nous. Alors, je crois que ce problème de la liberté qui est au centre de ma vie tient à quelque chose qui est le divorce de mes parents lorsque j'avais 4 ans. Mon père et ma mère s'étaient mariés après la guerre de 14 et malheureusement, ils appartenaient à des milieux sociaux différents. Mon père appartenait à une famille de nouveaux riches qui avait gagné des fortunes pendant la guerre, pendant que lui était combattant, était prisonnier. Et ma mère appartenait à une vieille famille de Bordeaux. Ils se sont rencontrés, ils étaient jeunes, ils se sont aimés, mais mon père avait beaucoup de succès et finalement ma mère ne l'a pas supporté. Au bout de 4 ans, ils ont divorcé. Je ne suis pas très conscient de ce divorce et quelques très rares souvenirs de cette enfance. Et j'ai été vivre à Bordeaux avec ma grand-mère jusqu'au moment où ma mère s'est remariée en 1927 et mon père voulait me récupérer et il a fait procès sur procès, finalement il les a gagnés et j'ai été enlevé à ma mère et j'ai été mis pensionnaire à Saint-Elme, à Arcachon, c'est-à-dire à 200 kilomètres de ma mère, qui avait le droit de me visiter tous les 15 jours, 2 heures au parloir. Et ça a été ma vie pendant 7 ans. Et puis après, je suis allé à Bordeaux. J'ai été renvoyé de pas mal de collèges parce que j'étais passionné par l'Action française, auquel avait appartenu mon grand-père, qui était journaliste à Bordeaux, qui avait fondé un journal royaliste à Bordeaux, et mon beau-père m'a fait lire des articles, etc., etc. Et donc, je ne sais pas quoi, mais il y avait peut-être un vide dans ma vie, et ce vide, je l'ai rempli avec la passion politique. Et je suis devenu royaliste, maurassien, et à ce moment-là, mes études sont devenues assez désastreuses.
Et j'avais fondé à Bordeaux le cercle Charles Maurras quand j'avais 17 ans et demi. Et il y avait un groupe qui vendait l'Action française avec moi tous les jours à Bordeaux. Enfin, c'était cette espèce de passion. Et puis, il y a eu la guerre. Alors oui, peut-être justement, en juin 1940, vous êtes un militant royaliste. Oui. Et venons-en à cette journée décisive dans votre vie, qui est celle du 17 juin 1940. Je pense, enfin. Oui, mais là, on est. Ah ben, on y est, justement. Pierre Bayard, récemment, a écrit un livre qui s'inspire en grande partie d'Alias Caracalla, où il se pose la question que de très nombreux lecteurs se posent évidemment à la lecture d'Alias Caracalla, question très simple, aurais-je été résistant au bourreau? Et il parle du tout début de votre livre, d'Alias Caracalla, et il explique que votre départ pour Londres procéderait d'abord d'un désaccord idéologique. Et ça me semble pas tout à fait juste. Si on revient justement à cette journée du 17 juin, quand vous apprenez l'armistice, vous le racontez, vous montez dans votre chambre, vous pleurez, qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là dans cette rébellion qui va être la vôtre? Est-ce que c'est un désaccord idéologique ou est-ce que c'est pas quelque chose de beaucoup plus viscéral? Non, il faut faire attention, quand on raconte le passé, de le simplifier à l'excès. Et surtout, lorsque chacun d'entre nous est amené dans sa vie à choisir. Mais surtout, quand on a l'âge dont nous parlons en ce moment, où j'avais 19 ans, je crois que c'est très important de le souligner, c'est que tout se passe à la fois dans la confusion et avec une précision redoutable sur certains points avec lesquels on est d'accord et puis qui s'effacent au profit d'autres et ainsi de suite. Enfin, une décision est rarement simple à avoir, à posséder, à choisir. Et au fond, c'est ça que je voudrais rappeler, puisque vous, pardonnez-moi, mais vous semblez curieux de ce passé, il faut la porter avec ces zones d'ombre, ces zones de lumière, mais ce n'est jamais simple. Alors, il y a des instants que je vais raconter, où tout d'un coup, il y a un choix catégorique. Et il y a eu ce fameux discours de Pétain, le 17 juin 1940 à 12h30, dans lequel il annonçait que la France était battue et que il fallait demander l'armistice. Il avait demandé l'armistice aux Allemands. Et pour moi, ça a été un choc terrible. Mais c'est un choc dans lequel il y a plusieurs sentiments. Évidemment, pour moi qui suis fils d'anciens combattants, mon père, mon beau-père, j'ai eu 2 oncles qui sont morts en 14, etc. Et c'est vrai que toute mon enfance, ma jeunesse est remplie des histoires de la guerre de 14. Et donc, à nouveau, on devait se battre contre les Allemands, et il était tout à fait naturel qu'étant enfant d'anciens combattants, à mon tour, je tue des Allemands. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que quand j'étais très engagé dans la politique, dans les politiques d'extrême droite de l'Action française, et à Bordeaux, je me souviens, quand nous vendions le soir l'Action française, eh bien, il y a eu plusieurs fois des hommes qui m'ont dit, mais écoute, avant de vendre l'Action française, avant d'avoir eu des opinions politiques, il faut d'abord que tu aies fait la guerre. Il faut que tu aies mis ta vie en danger et tu pourras parler au nom de la France. Mais pour l'instant, tu n'es rien et va faire tes devoirs. Et ça,
c'était général, c'est pas une fois, mais c'était une mentalité. Parce que il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait 5 millions d'anciens combattants en France. Et donc, le jour où la guerre a été déclarée, pour moi, j'ai trouvé que c'était formidable parce que j'allais pouvoir enfin partir au combat, tuer des Boches et devenir un ancien combattant. Voilà. Donc, c'est ça que... Et le 17 juin, vous imaginez à ce moment-là que, de toute façon, 40 millions de Français vont se soulever. Et alors, le 17 juin 40, lorsque j'entends Pétain qui dit que il a demandé quelles étaient les conditions pour arrêter la guerre, mais il y avait quelque chose de monstrueux. Donc, je vous exprime là un sentiment qui est mélangé. C'est-à-dire qu'en tant que petit Français, évidemment que les Boches, il fallait les tuer quand on faisait la guerre, et il fallait gagner. Mais en même temps, en tant que jeune homme qui voulait pouvoir faire de la politique très jeune, enfin affirmer mes sentiments politiques d'été royaliste, eh bien je voulais pouvoir faire la guerre pour ne pas être insulté par les anciens combattants. Pardonnez-moi de donner ces détails, mais c'est pour expliquer un cheminement qui est assez compliqué, je pense, pour tout le monde d'entre nous. C'est jamais très simple. Donc, l'armistice vous privait de la possibilité de devenir véritablement un homme, mais en même temps, votre départ, il s'inscrit dans l'engagement politique qui était le vôtre à ce moment-là. Et vous espériez retrouver à Londres une grande partie de l'action française, et éventuellement même Maurras. Absolument. Et vous racontez la déception qui est la vôtre de voir que Maurras n'est pas à Londres, et de manière générale qu'il y a si peu de monde que ça à Londres. Oui, parce que pardonnez-moi, mais je veux dire, quand j'avais conçu, je n'avais pas entendu le discours du général de Gaulle, mais j'avais quelques amis qui en parlaient, puis dans les journaux, il y avait dans tous les journaux du mercredi 19 juin, il y avait des petits extraits de son discours de Londres. Mais bon, c'était un parmi. Vous savez, il faut se rappeler à cette époque que les journaux n'ont que 4 pages parce qu'il y a la censure et que à la radio, bien entendu, il y a la censure et que à mesure que l'on va vers la défaite, les nouvelles à la radio sont de plus en plus incomplètes, incertaines et que contradictoires, parce que on cite la presse américaine, on cite, c'est la confusion. Et puis il faut pas oublier non plus que tout ça se passe dans un climat très singulier. Pendant le mois de guerre que nous avons fait, c'est que vous avez environ 6 à 7 millions de Français qui viennent du Nord, puisque nous habitions à Pau, et que vous avez le chaos. C'est très difficile à se souvenir pour les vieux, et pour les jeunes, je ne sais pas s'ils peuvent comprendre ce qu'a été cet état de la France qui était chaotique. Et ce qui explique que le discours de Pétain a été admis par l'ensemble des Français qui voyaient que la guerre était archi perdue, que les Allemands avançaient de toutes les manières, ils étaient à Lyon, ils approchaient de Bordeaux, etc., etc. La Chambre des députés était à Bordeaux, le gouvernement aussi. Enfin, c'était une situation de chaos, n'est-ce pas? Et donc, à ce moment-là,
j'ai eu un réflexe d'un agitateur de l'Action française, c'est-à-dire que j'ai pensé qu'il fallait faire une réunion. Nous sommes après le discours de Pétain, le 17 juin au soir. Et je pensais qu'il fallait faire quelque chose contre ce discours de Pétain, mais je ne savais pas quoi, et qu'au fond, comme nous en avions l'habitude, eh ben, on faisait des réunions politiques. Voilà. Et alors, je ne sais pas si c'est intéressant ce que je vous dis. Si, c'est très intéressant. Et elle a... Non, mais il faut siffler ou taper du pied. Non, c'est pas intéressant. Et alors, à ce moment-là, j'étais demandé dans une salle de réunion où l'Action française faisait des réunions, et il n'était libre que le mercredi. Et puis, le préfet a eu vent de cette réunion et il a interdit cette réunion. Et à ce moment-là, mon beau-père, le second mari de ma mère, m'a dit, écoute, on va aller voir le maire de Pau, qui était un ancien combattant, un de ses amis, un de ses camarades, et au fond, on va voir avec lui ce qu'on peut faire. Et le maire de Pau, qui s'appelait Maître Verdenal, et qui était très sympathique, m'a dit, mais écoute, tu veux faire une réunion, c'est pour rassembler des jeunes qui veulent se battre contre les Allemands. C'était évidemment un ancien combattant. Ça. Et il m'a dit, ben écoute, tu n'as qu'à venir faire ta réunion dans le hall de la mairie de Pau, parce que la police française n'a pas le droit de rentrer dans une mairie, ce que j'ignorais à l'époque. Et donc, tu peux faire ta réunion et dire ce que tu veux. Et alors voilà, bon, donc nous avons fait cette réunion. Il y avait, non seulement la mairie était pleine, mais dehors, etc., il y avait un monde fou parce que il y avait des parents qui avaient accompagné leurs enfants qui avaient 17 ans, 18 ans, et qui étaient d'accord pour partir, pour faire quelque chose, pour aller se battre. Alors après, à l'intérieur de la mairie, cette réunion, la mairie était pleine, devant tout le monde bavardait. Les parents, les enfants, tout le monde avait des idées, se demandait pourquoi on était là, etc., etc. Bon, et au fond, j'ai dit aux gens qui m'entouraient, je leur ai dit, écoutez, dites-leur que ce soir, ceux qui veulent partir, quitter la France, eh bien, auront rendez-vous au monument aux morts aux alentours de 21h ce soir. Voilà, c'est ça que je voulais leur dire. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le soir, j'étais devant le monument aux morts de Pau, et il était environ 9h, et il y avait une centaine de garçons avec des sacs de montagne, avec des petites valises, avec des choses. Et alors je leur ai dit, ben écoutez, on fait 1 minute de silence, et puis vous me suivez un petit peu en désordre comme ça, et nous allons prendre des autobus pour aller à Bayonne. Parce que mon beau-père était propriétaire, parmi ses affaires, il avait les autobus du département des Bêtes-Pyrénées. Et il m'avait dit, ben écoutez, il n'a qu'à venir avec ceux qui voudront aller à Bayonne, et puis on vous donnera, il y aura un autocar, 2, 3, 4, ce que vous voulez, puis vous partirez. Et nous sommes allés dans ce garage, il devait être 10 heures, pas loin de 10 heures et tout ça. Nous sommes rentrés, nous avons rempli 5 autobus. Et le premier autobus dans lequel j'étais est sorti du garage pour partir à Bayonne. Et à ce moment-là, nous nous sommes aperçus qu'il y avait une demi-section
avec un fusil mitrailleur et un sergent qui nous ont donné l'ordre de rentrer dans le garage parce que la mairie avait donné dans la journée un couvre-feu qui commençait à 10 heures le soir jusqu'au lendemain, 6 heures du matin. Et ils nous ont dit, si vous ne rentrez pas, on tire sur vous. Alors nous sommes rentrés, etc. Et puis, quoi faire? Enfin, je passe de choses. Et puis, j'ai vu quelques camarades qui restaient dans les autocars et je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne descendez pas? Mais ils m'ont dit, parce que, au fond, on ne veut pas rentrer chez nous, parce que nos parents ne nous laisseront pas partir, mais on va coucher ici, et demain matin, à 7 heures, quand l'autobus partira pour Bayonne, eh bien, nous serons dedans. Oh, j'ai dit, ben, c'est ça la solution. Mais à ce moment-là, les garçons qui s'étaient réunis s'étaient dispersés, ils marchaient à pied le long de la route de Pau, avec la voiture. Nous sommes allés là-bas, on disait aux uns et aux autres, demain matin, l'autobus de 7 heures, etc., etc. Bref, le lendemain matin, à 7 heures, les autobus nous attendaient au départ, et nous n'étions plus que 17 avec moi. C'est-à-dire qu'un autobus était largement suffisant. Voilà. Et alors, nous sommes arrivés à Bayonne, enfin, je vous passe sur le... Nous avons finalement trouvé un bateau belge qui était plein de maïs, et mon beau-père nous a payé ce que demandait le capitaine, et nous avons couché sur le maïs. Pour aller, alors il ne savait pas où il allait, parce que c'était un bateau qui faisait le trafic entre le Brésil et la Hollande, la Belgique. Et alors, quand il était arrivé avec son chargement en Belgique, on lui avait dit, mais vous pouvez pas rentrer dans le port parce que les Allemands arrivent. Il était allé au Havre, il était allé à Brest, il était allé à Bordeaux, et maintenant il était à Bayonne, et chaque fois, les gens du port lui disaient, mais écoutez, les Allemands arrivent. Et alors, il était arrivé dans la matinée, et il devait repartir le soir. Seulement, à Bayonne, il ne savait plus où aller, parce qu'il était descendu. Et alors, il nous a dit, ben écoutez, si vous voulez, vous pouvez monter, mais je ne peux pas vous dire encore où je vais. Enfin, l'important pour nous, c'était de quitter la France et de quitter l'arrivée des Allemands. Parce que les Allemands, ils sont arrivés un peu plus tard à Bayonne, mais enfin, ils n'ont pas mis longtemps à arriver. Voilà. Et finalement, nous, notre intention, parce que ça c'est quelque chose qui est important, c'était de nous engager dans l'armée française, et l'armée française s'est trouvée en Afrique du Nord. Bon, c'était des débris de l'armée française, c'était des troupes qui étaient de nos anciennes colonies, etc., etc. Mais il y avait toute la flotte qui était intacte, et il y avait des avions qui avaient échappé à la France, il y avait des avions qui étaient commandés en Amérique, qui arrivaient à Casablanca, etc., etc. Et par conséquent, nous voulions rejoindre l'armée française pour nous battre dans l'armée française. Et le capitaine ne savait pas, lui, où il allait. Mais enfin, bon, de toutes les manières, on quittait la France. Alors nous sommes installés dans le maïs, nous avons couché dans le maïs, on dort très très bien. Et le lendemain matin, le capitaine m'a fait demander dans sa cabine. Alors je suis monté et il m'a dit, je vous préviens que nous allons aller en Angleterre. Je ne pouvais pas lui dire, mais nous allons en Afrique du Nord.
Donc, et je suis redescendu dans la cale où l'on préparait un déjeuner, enfin les sandwichs, des trucs comme ça, qu'on avait acheté avant de partir. Et ça n'a intéressé aucun de mes camarades, qui étaient des inconnus. C'était des gens, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait des gens qui avaient 17 ans, 18 ans, enfin des étudiants, des mécanos, des collégiens, enfin c'était Amélie Mélo. Voilà. Et au fond, comme ils préparaient la soupe, il y en avait qui jouaient aux cartes, tout ça, et d'autres qui lisaient. Et je leur ai dit, mais vous savez, c'est terrible, parce que on part en Angleterre, personne n'a rien dit. Et effectivement, 4 jours après, nous avons débarqué en Angleterre. Et alors j'avais un très très bon camarade qui m'avait rassuré, il m'avait dit, mais écoute, ne t'inquiète pas, quand nous serons en Angleterre, nous trouverons un bateau pour nous rendre en Algérie. Et alors, en Angleterre, où vous allez rester 2 ans, jusqu'à votre parachutage en juillet 1942, il y a ces 2 sentiments qui traversent toute la première partie d'Alias Caracalla. D'abord, votre déception de ne pas trouver les militants de l'Action française et de ne pas trouver Maurras à Londres, et puis votre désillusion vu la faiblesse des troupes de ce qui constitue alors la France libre. Et pendant ces 2 années, vous n'attendez qu'une chose, c'est d'être envoyé en France, d'être envoyé au combat. Oui, enfin, c'est à peu près ça. Oui, vous savez, le problème, c'est le problème que nous avons en ce moment, c'est que pour retrouver la réalité du vécu, c'est beaucoup plus compliqué que nous le croyons en général quand on en racontons dans notre vie. D'abord parce que, bon, on ne va pas raconter toute sa vie, mais il y a autre chose. Cette vie, elle est fabriquée en même temps qu'elle est vécue. C'est-à-dire qu'il y a des actes sur lesquels nous sommes tout à fait d'accord à l'instant et qui plus tard nous gêneront et que petit à petit nous évacuerons du récit de notre passé. Et au contraire, des choses qui n'avaient pas tellement d'importance que nous mettons en vedette, etc., etc. C'est-à-dire que notre vie, enfin en tout cas la mienne, je ne sais pas la vôtre, mais la mienne, c'est une fabrication au cours de l'existence. Et le gros travail que j'ai eu quand on m'a demandé d'écrire mes mémoires après que j'ai écrit La vie de Jean Moulin, d'abord je ne voyais pas l'intérêt d'écrire ces mémoires, parce que la guerre, je n'ai rien fait. Je suis parti pour tuer des Boches, j'en ai tué aucun. Ça a duré quand même 5 ans. Et donc, c'est quelque chose que je n'avais pas envie de raconter. Et à Londres, nous avons fait notre entraînement, etc., etc. Et puis, le général de Gaulle est venu nous voir au moment de Noël et nous a dit, écoutez, je n'ai pas besoin de soldats, j'ai besoin d'officiers et de sous-officiers et de spécialistes pour encadrer les troupes africaines. Parce qu'une partie de l'Afrique, l'OF, s'était ralliée à la France libre, au général de Gaulle. Et comme à Londres, il n'y avait personne, le 14 juillet 1940, nous n'étions pas 3000. Et sur ces 3000, en réalité, il y avait 1200 de la Légion étrangère. Parce que la Légion étrangère était partie pour se battre en Norvège, et quand ils étaient revenus par l'Angleterre, pour entrer en France, il y avait 2 bataillons, et il y avait un bataillon qui voulait faire le contraire de ce que faisait l'autre. Et comme l'un a choisi de s'engager dans la France libre, l'autre est rentré en France, avec l'ensemble des milliers de soldats qui ont combattu de Français, qui ont combattu en Norvège. Et donc, à ce moment-là, il y avait des 1200 légionnaires en uniforme et en armes. Il y avait 620 ou 630
collégien dont j'étais, entre 19 ans et 16 ans, parce qu'il y avait des frères qui étaient venus ensemble. Alors l'aîné avait 18 ans, mais le plus jeune avait 16 ans, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Mon ami Guénard, par exemple, qui était mon voisin de plus bas, eh bien, il a fêté ses 18 ans à Londres, et ainsi de suite. Donc, Alors, non, mais je me perds dans les détails, parce que je ne sais pas si ça intéresse. oui, je pense, mais on pourrait vous écouter pendant des heures, Daniel. Mais alors, Oui, moi, alors, coupez-moi, coupez-moi. alors, une question que je voulais vous poser. Il y a une scène qui revient très régulièrement dans Alias Caracalla, notamment lors de votre mission en France, c'est votre stupéfaction. Alors, par exemple, en août 1942, quand vous allez voir Menton à Annecy, et vous prenez le train et vous voyez des Français en vacances, des enfants qui jouent, des gens qui parlent de tonnes et des tonnes de choses, mais qui ne parlent pas de la guerre. Et vous avez raconté à plusieurs reprises, finalement, votre stupeur, votre incompréhension devant ce qui semblait, à vos yeux, être la grande passivité des Français et la solitude, du coup, qui était celle des combattants et surtout des hommes de la France libre lorsqu'ils arrivaient en France. Il y a quelque chose que j'ai jamais tout à fait compris, sur lequel vous avez insisté à plusieurs reprises, c'est que cette solitude, d'une certaine façon, vous l'aviez ressentie en 1942 et vous l'aviez aussi sentie à la Libération. Quand vous allez revoir la Libération, vos amis d'avant-guerre, ils vous traitent du luberlu, vous parlez même du mépris qu'ils auraient à votre égard, et c'est quelque chose, et vous n'êtes pas du tout revenu en France auréolé de ce qu'avait été votre guerre. Et pour moi, ça reste quelque chose de tout à fait mystérieux. Ce n'est pas mystérieux pour une raison, c'est que toute la France de 1940, ça ne veut pas dire qu'elle s'était reconnue dans le maréchal Pétain, mais le maréchal Pétain, à cette époque, était le dernier grand héros mythique de la guerre de 14, et que les autres, pratiquement les autres, étaient morts. Et donc, il avait un pouvoir moral considérable. Mais en plus, il avait fait un choix que tous les Français attendaient confusément, c'était la paix. C'était la cessation des hostilités. Or, dans la mesure où l'ensemble des Français, je ne parle pas des 1,5 million, 2 millions de combattants qui sont partis en Allemagne prisonniers, mais l'ensemble des Français était soulagé par l'arrivée de la paix, enfin l'armistice, la paix. Les fous qui sont partis à Londres étaient considérés, enfin, quand j'ai revu mes camarades politiques de l'Action française, quand je suis revenu en France pour trouver des collaborateurs, parce que je ne savais pas comment chercher et comment trouver des gens qui veulent travailler avec moi dans la résistance, un week-end, je suis allé à Toulouse pour revoir 2 de ses camarades, dont j'avais appris par Pau, en écrivant à Bordeaux, que l'un faisait son service militaire à Toulouse et l'autre avait été nommé par Pétain pour diriger la section du département, l'agitation de la propagande du maréchal Pétain. Je suis donc allé les voir pour les recruter, pour leur dire, mais écoutez, j'ai besoin de gens. On était camelots du roi ensemble, on vendait les journaux, on collait les affiches et tout ça. Vous êtes mes copains, allons-y. Mais c'est très difficile de trouver des gens dans la résistance, et donc venez m'aider. Et personne. J'ai passé le week-end avec eux, et à ma stupéfaction, d'abord, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, mais ils n'avaient pas été prévenus que c'est moi qui venais. On leur a dit, un de mes amis, nous avons des nouvelles de lui, il va venir vous voir. Et quand je suis arrivé, ils avaient loué une chambre tous les deux, dans Toulouse, et ils étaient stupéfaits de me voir en personne. Mais il m'a dit, mais qu'est-ce que tu foutais à Londres? C'est ça. Et ils étaient l'expression. Par la suite, tous les camarades que j'ai revus, je vous parle, les meilleurs camarades, les plus fidèles, ceux de l'Action française, ceux avec qui j'agissais.
parle pas de tous les autres camarades. Qu'est-ce que tout foutait à Londres? Et j'étais très décontenancé, parce que je leur ai expliqué que c'était le général de Gaulle, et à leurs yeux, le général de Gaulle était un traître. Et grâce au général de Gaulle, la France continuait, en tant qu'allié des Anglais, à se battre contre les Allemands, et qu'à la fin des fins, peut-être ça serait long, mais à la fin des fins, nous gagnerions. Mais ça ne les intéressait pas du tout. Et ils me disaient, mais j'espère que tu vas venir avec nous. Mais comment moi, qui avait passé 2 ans à Londres, les rallier. Et finalement, quelques heures avant mon départ de retourner à Lyon, je leur ai dit, écoutez, bon, arrêtons de... Je vous propose de venir travailler avec moi pour combattre les Allemands. Parce que le seul problème que nous avons actuellement, c'est de gagner la guerre. Et pendant, je ne veux pas dire quelques minutes, mais enfin quelques secondes, j'ai senti que ma question avait peut-être un sens. Je me trompais. Parce que celui qui représentait le maréchal pour le département m'a répondu, mais écoute, j'ai une situation, je crois en la révolution nationale, c'est-à-dire la suppression de la République, je crois au maréchal Pétain, et je crois que vous serez battus, c'est-à-dire les Anglais, et à cette époque les Américains aussi, vous serez battus, et que grâce au maréchal Pétain, eh ben, la France pourra retrouver une place dans l'Europe et à la place pas loin de ce qu'elle était. Ça, c'est celui qui était le représentant du maréchal Pétain. Quant à l'autre, qui était, je crois, à 2 mois de la cessation de son service militaire, et il était policier à Toulouse. Et il m'a dit, écoute, moi, ça m'intéresse pas, parce que j'ai perdu 1 an, un peu plus d'1 an, à faire mon service militaire dans la police, et je veux rentrer à Bordeaux pour continuer mes études de médecine, et la résistance, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais, si tu veux, dans la police, si tu as besoin, ben, je peux t'aider. Alors je lui ai dit, oui, ben ça, alors j'ai absolument besoin de toi. Donne-moi une fausse carte d'identité. Oh, il m'a dit, ben ça, tout à fait d'accord. Je lui ai donné des photos que j'avais et il a été dans le poste et il m'a apporté une fausse carte d'identité qui était vraie. Voilà. Mais donc, mais oui, mais ça n'a l'air de rien. Mais nous étions toujours des amis. Tellement, ils croyaient que je me trompais et ils croyaient, eux, qu'ils avaient raison. Mais c'était pas exactement le point de vue de tous les Français. Quand vous parlez de la guerre, et parce que c'est votre expérience de soldat de la France libre, vous insistez évidemment sur le nombre de Français qui étaient présents à Londres en juillet 1940, et puis pour les soldats de la France libre, il y a une date à chaque fois très nette de rupture et d'engagement. Mais très souvent, pour les résistants, on était dans des formes de clair-obscur ou de demi-engagement, où il y avait un gradualisme dans la façon dont on entrait dans la résistance, etc. Est-ce que votre lecture et votre approche de la guerre a pas tendance, parce que c'est votre regard d'homme de la France libre, à négliger un peu cet aspect-là des choses? C'est-à-dire que quand vous dites que les hommes en France, que les hommes dans ce train qui allait à Annecy, tous pensaient à autre chose, etc., c'était peut-être pas si clair que ça, en fait. Peut-être que pour beaucoup de Français, les choses étaient
plus incertaines. Il y avait des formes de demi-engagement, des formes de soutien indirect. Alors, écoutez, d'abord, l'ensemble des Français, excepté quelques rares collaborateurs, mais très rares collaborateurs, l'ensemble des Français détestaient les Allemands. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Mais, il fallait continuer à vivre. Bon. Alors, les gens qui avaient un restaurant, qui avaient un bistrot, qui avaient n'importe où en France et tout ça, où les Allemands venaient dîner, venaient avec des filles, venaient boire un pot, etc., etc., ils étaient contre les Allemands. Mais, ils vivaient avec les Allemands, ils travaillaient avec les Allemands. Bon, ça n'allait pas plus loin. Ils n'étaient pas collaborateurs. Mais c'est ça qu'il faut comprendre et que l'on... Vous comprenez pourquoi tout ça a été enterré après la guerre. Et au fond, le général de Gaulle, intelligemment, après la guerre, a montré aux Français quel était leur avenir dans la guerre, dans l'alliance avec les Alliés, etc., etc. Et au fond, les procès, les choses comme ça, qui a concerné environ 300 000 collaborateurs, ont été limités. Parce que ce n'était pas du tout le but du général de Gaulle. Il fallait reconstruire la France, réconcilier tous les Français pour continuer d'abord la bataille dans l'armée avec les Alliés. Il fallait gagner cette guerre et après, il fallait refaire la France. Et donc, la collaboration, la chose, oui, il y avait quelques collaborateurs et tout ça, mais c'était le passé. C'est ça la politique du général de Gaulle. Mais ça, c'est une chose. Mais moi, je vous parle alors de tout à fait autre chose. C'est celle du piou-piou, du soldat de Gaulle et des gens qui ont choisi. Et les gens qui avaient choisi de se battre, eh bien, il n'y en avait pratiquement pas. Donc, je vous ai dit ce qu'il y avait en Angleterre. Et au bout de 3 ans, quand De Gaulle est parti en Afrique du Nord, les soldats, les Français qui étaient venus se battre, les jeunes Français qui étaient venus se battre, qui étaient volontaires de la France libre, c'était aux alentours de 25 000. 25 000. Je vous signale que l'armée de Vichy, c'était 100 000 hommes autorisés par les Allemands. 25 000, 100 000. Donc, c'est ça le problème. Mais moi, je suis obligé de vous raconter ce que j'ai vécu. Et je n'ai pas vécu du point de vue de la politique de De Gaulle, etc. Mais quand j'ai découvert la France, ben, écoutez, je regrette. Et il y avait pratiquement personne. Bon, alors, la résistance était évidemment un secret, ça se passait, enfin, c'était difficile en zone libre parce que tout le monde parlait, enfin, c'était assez effrayant. Mais là, vous avez quand même, à la fin des fins, vous avez quand même des chiffres. Et ce sont ces chiffres qu'il faut reprendre. Au moment de la libération, les communistes français, qui étaient le mouvement le plus efficace, que c'était le battu le plus énergiquement, etc., etc., le Parti communiste français a annoncé que la résistance, c'était 1 100 000 résistants qui s'étaient battus dans la résistance. Bon. Alors là, nous sommes en 1946, 45, 46, 47, enfin, bon, lorsque il y a eu des élections, je vous rappelle simplement qu'ils ont été les premiers et qu'ils avaient
26 ou 27% des voix des électeurs, le Parti communiste. Alors, les années suivantes, bon, la résistance s'est fracturée, s'est dispersée, etc., etc. Et puis, les historiens sont rentrés petit à petit dans la résistance pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'est-à-dire combien nous étions, combien nous sommes. On ne parlait pas de la France libre à cette époque, parce que la France libre, on parlait de la résistance. Mais les Français libres ne sont pas des résistants. Et au fil des années, et ça c'est très intéressant, on voit que les chiffres qui sont revus de très près par l'équipe des historiens, par tous ceux qui sont dans les associations d'anciens combattants, d'anciens résistants, etc. Et on voit que ces chiffres diminuent. On passe de 1 100 000 en 1946 à 600, 500, 400, au fil des années. Là, je veux pas, on avance beaucoup. On est en 1950, 1960 et ainsi de suite. Et le chiffre des historiens aujourd'hui, c'est 220 000 résistants. Voilà. Donc, c'est ça la vérité. Alors, on peut dire les historiens, bon, chacun pense ce qu'il veut. Mais enfin, voilà la vérité. C'est-à-dire que comme vous aviez environ une centaine de milliers de résistants qui ont été en prison, en Allemagne, etc., eh bien, vous en avez 100, 120 000, environ, c'est un chiffre approximatif, mais environ, qui ont combattu. C'est ça la vérité. Or, 120 000 personnes, même entièrement dévouées à une tâche, ne faisant que cette tâche-là, mais au milieu de 38 millions, un peu plus de 38 millions, puisqu'il y avait 2 millions de prisonniers, c'est pas beaucoup. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été entièrement occulté, effacé, parce que il fallait réconcilier les Français dans cette guerre qu'ils n'avaient pas faite, dans ces pétainistes qu'ils avaient acclamés. Et c'est pour ça que le général de Gaulle, à mon regret personnel, a changé la condamnation à mort de Pétain par la prison à vie. Moi, j'étais tout à fait contre. Le maréchal Pétain, tout maréchal qu'il était, après avoir retiré la France de ses alliances, c'est-à-dire avoir perdu la guerre, après le maréchal Pétain, nous ne sommes plus la France que nous avons été. C'est quelque chose qui est clair. Eh bien, c'est un homme qui méritait d'être fusillé. Et aujourd'hui encore, je le dis avec beaucoup de force et de foi, parce que c'est l'homme qui a détruit la France dans ce qu'elle avait été et dans ce qu'elle aurait pu être. Mais qu'on ait reconstruit une image d'une France résistante à la fin des années 40, dans le courant des années 50 et encore même dans les années 60, n'empêche pas en même temps que de nombreux résistants, comme les Français libres, ils ont pu raconter leur sentiment de solitude et de non-reconnaissance dans ce qu'était la France des années 40-50, paradoxalement. C'est-à-dire qu'en même temps, on glorifiait ce qu'aurait été le peuple français résistant, d'authentiques résistants pouvaient en fait se sentir aussi en marge du pays qui était en train de se reconstruire dans l'après-guerre. Et ils l'ont raconté. Est-ce que c'est une spécificité des Français libres, ce sentiment d'être étranger à son propre pays après 1944-1945, une fois que le pays se reconstruit, ou est-ce que certains résistants n'ont pas aussi pu vivre le même sentiment ? Je ne connais pas le sentiment
des résistants, parce que je suis un Français libre du début à la fin. Et c'est vrai que à ce moment-là, ça a été un sentiment de solitude. C'est-à-dire, si vous voulez, ça s'est passé avec le retour au fond de mes camarades de résistance qui avaient été faits prisonniers. Je suis allé les chercher au fur et à mesure qu'ils arrivaient d'Allemagne. Et bon, il y en avait qui revenaient sur les civières, il y en avait qui étaient entre mes États, il y en avait qui ne sont pas revenus, bien entendu, ceux qui étaient morts dans les camps. Et au fond, c'est durant cette période d'extraordinaire solitude, en revoyant tous ces camarades qui étaient mes camarades, que j'ai brusquement, en quelques mois, changé de projet politique. Je vous ai parlé de l'Action française, bon, bien entendu, j'avais évolué, mais j'avais évolué beaucoup plus lentement qu'on ne peut le croire, parce que, bon, à Londres, on parlait des filles, on parlait de beaucoup de choses. Il y en a très très peu qui parlaient de politique, et surtout de politique d'avenir. Et puis, après, j'avais été en France, j'avais beaucoup de travail dans la résistance, et au fond, je ne savais pas très bien pourquoi j'étais. J'étais pour la liberté, je n'étais pas pour la République, et puis j'ai compris que la République, c'était la liberté pour laquelle je combattais, et mes camarades combattaient aussi, et je suis devenu républicain, mais le reste, j'avais trop de travail, j'étais trop occupé, et je rappelle, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les garçons de la France libre, nous étions encore des enfants. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que on entendait nos familles avoir des idées. Bon, quelques-uns parmi nous, dont j'étais, étaient très engagés. Bon, vous ne savez pas pourquoi, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose que j'ai compris. C'est que la France, en elle-même, de toutes les manières, c'était fini. Pétain avait tué cette France glorieuse que nous avions été. Mais, heureusement, à cause du général de Gaulle, nous avions fait la guerre. Nous étions parmi les vainqueurs. Et j'espérais que, après la guerre, nous allions faire l'Europe, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, comme nous étions pendant la guerre, avec les pays, les Hollandais, choses comme ça, qui étaient allés en Angleterre, et nous devions oublier ce qu'avait été l'Allemagne, et nous devons faire l'Europe avec l'Allemagne. Voilà. Je vous parle d'une évolution qui s'est faite en quelques mois, et depuis ce moment-là, c'est vrai que je suis resté fidèle à ce projet, avec évidemment une grande tristesse que je connais tous les jours, c'est que l'Angleterre, qui a sauvé pendant un an, qui a sauvé la victoire pendant un an, dans la solitude la plus complète, eh bien l'Angleterre ne fait pas, hélas, partie de l'Europe. Mais enfin, il y a l'Allemagne, et nous devons oublier tout, nous devons oublier le passé, parce que c'est avec l'Allemagne que nous devons faire l'Europe. Je vous avoue que depuis 50 ans, je ne suis pas très heureux de ce côté, mais enfin, j'espère que petit à petit, ça continuera et qu'un jour, nous serons tous des Européens. Peut-être qu'on va consacrer le dernier quart d'heure à quelques questions provenant de la salle. J'ai
quelques années de moins que vous, mais j'ai vécu la guerre dans une famille de résistants. Mon père était mauricien, ma mère était alsacienne. Si Hitler avait gagné la guerre, je n'aurais eu le choix, bien que né à Paris, qu'entre la nationalité des vainqueurs, Hitler, ou la nationalité des vaincus, les Anglais. Bon, je passe là-dessus. Mon père était aussi passionné par l'action française avant la guerre. Mais il avait aussi une très grande connaissance du monde communiste. Alors, moi, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais j'ai une question concernant l'engagement communiste, enfin la fameuse période, si vous voulez, entre 40 et puis Barbarossa, 41. Duclos qui redemande la publication de l'autorisation de publier l'humanité, etc., etc. Comment percevez-vous ce changement assez radical et extraordinaire du monde communiste, ou tout au moins de certains de ses militants, depuis la fameuse stagnation entre 40 et 41, l'attaque de Hitler contre l'Union soviétique, et la suite où, comme vous l'avez souligné vous-même, FTP, etc., le monde communiste, le petit monde communiste, c'est brillamment illustré dans la résistance. Comment percevez-vous cela? Comment l'avez-vous perçu à l'époque? Est-ce que vous pouvez juste préciser un peu votre question? La question, c'est, oui, concernant le basculement des communistes, de l'attentisme entre 1940 et 1941, et l'engagement très fort dans les FTP, etc., dans la résistance. Oui, mais ça, ce sont des chapitres de l'histoire. Dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que, d'abord, ce qui s'est passé dans le Parti communiste, c'était inconnu. C'était des tracts clandestins, c'était des choses comme ça. Mais donc l'évolution à Londres, nous ne le connaissions pas. Et nous étions très ignorants. Il y a une chose qui est importante et que je répète, c'est que, le général de Gaulle, il n'avait pas 50 ans. C'était un jeune homme. Et c'était en plus, ce n'était pas un général, il était à titre temporaire. Donc ça, c'était notre chef. Et puis le deuxième, c'était l'amiral, comment il s'appelle, son nom, qui était à la retraite. Et puis voilà, et après il y avait des colonels et tout ça. Et après, vous aviez les enfants que nous étions, et puis des légionnaires. Alors, pour revenir à votre question, l'évolution du Parti communiste, c'est quelque chose que nous ne savions pas, qui était secrète. Aujourd'hui, il faut faire très attention à l'éclairage que donne l'histoire sur le passé. Et je comprends que c'est très difficile de remettre dans le vécu quotidien les actes des uns et des autres. C'est que nous prenons des décisions qui sont toujours assez personnelles ou qui sont influencées par notre milieu, par notre désintérêt, par notre famille, par la patrie, par ceci, par cela. Enfin, chacun des individus, c'est un tout qui est très, très, très complexe et contradictoire. Et donc, quand tout ça se met ensemble, on nivelle un petit peu, on simplifie, mais ça reste quand même... Bon. Et donc, pour moi, pour nous, je pense à Londres, les communistes, ça n'avait pas beaucoup d'importance. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'avait pas beaucoup d'importance. Vous savez, ce qui avait de l'importance, c'est de gagner la guerre. C'était ça. Parce que comment, jusqu'à la fin 41, comment l'Angleterre toute seule allait pouvoir gagner la guerre
contre les Allemands. C'était un problème dont nous parlions quelquefois, et je me souviens très très bien, en janvier 1941, janvier ou février 41, dans le Pacifique, les deux cuirassés britanniques ont été coulés, la place forte qui a été prise par les Japonais. Donc, si vous voulez, il faut comprendre que, d'ailleurs, Churchill nous avait prévenus, parce que c'était étonnant chez les Anglais, ce goût de la vérité. Il a dit, dans un discours, il faut tenir. Et si nous tenons jusqu'à cet hiver, nous pourrons peut-être gagner. Mais ça, les Français oublient ça. Parce que voilà. Et nous faisions des exercices la nuit pour repousser le débarquement allemand qui aurait lieu en Angleterre. Certains de nos exercices étaient ça. Parce que je vous parle de juillet, fin juillet, août 1940. Donc, on était vraiment à zéro. On va juste prendre une autre question. Je voudrais que vous reveniez sur la rencontre Jean Moulin et l'empreinte Jean Moulin, initiateur sur les arts, conversion en République, l'empreinte Jean Moulin pour vous. Bien, je dois vous avouer d'abord quelque chose, c'est que pour moi, Jean Moulin n'est pas mort. Et quelque chose qui paraîtra étrange, mais j'étais à Paris quand il a été arrêté, et donc je ne l'ai jamais revu après notre dernier rendez-vous, 3 jours auparavant, à Lyon. Et à ce moment-là, pendant les mois qui ont suivi, nous avions pratiquement pas d'informations sur lui, mais quelquefois, il avait été emmené en Allemagne, d'autres fois, il était mort. Mais au fond, ceux qui connaissaient, qui travaillaient avec lui, c'était pas. Peut-être que nous n'avions pas le temps de penser qu'il était mort. Mais au fond, c'est vrai que après la libération, quand je suis allé dans le train pour accueillir mes camarades qui revenaient des camps, c'est vrai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je pensais que Jean Moulin serait dans un de ces trains. Et évidemment, on a su la vérité, Barbie, etc., etc. Mais au fond, c'est peut-être très difficile à faire comprendre. Pour moi, Jean Moulin n'est jamais mort. J'ai toujours vécu à côté de lui et toute ma vie, c'est resté mon patron. Et alors, c'est d'autant plus mon patron que, curieusement, c'est à cause de lui, enfin, d'après ce que j'ai entendu, qu'il me disait que je suis devenu marchand de tableaux, je me suis intéressé à la peinture, parce que dans la Résistance, je ne connaissais pas son nom, bien entendu, c'était Max, c'était surtout Rex, son nom de code pour Londres, et c'était Rex. Et chaque personne qui arrivait de Londres pour travailler en France devait se présenter à Rex, simplement pour qu'il le connaisse, parce que notre patron, quand nous étions en France, ce n'était plus le Becerra de Londres, c'était Rex. C'est-à-dire que si nous faisions des erreurs, des bêtises, des fautes, etc., c'est lui qui nous punissait, si j'ose dire, entre guillemets, ou au besoin, qui nous renvoyait à Londres. Rex était le patron du personnel qui arrivait de Londres. Et c'est pour ça que c'est la première personne à qui j'ai été présenté en France, mais bonjour, bonsoir, et puis après, je devais aller voir Bidault, dont j'étais le radio et le secrétaire. Et puis ça s'est enchaîné autrement. Bon, il m'a invité à dîner, et ainsi de suite, et il m'a pris comme secrétaire. Et je lui ai dit le lendemain matin, parce que j'étais le secrétaire de Bidault,
Et tout d'un coup, lui me dit, mais je vous prends comme secrétaire. Et le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec lui à 7 heures. Il m'avait dit, je vous garde comme secrétaire. Rendez-vous chez moi demain matin. Nous étions devant l'entrée de sa maison. Venez demain matin à 7 heures chez moi. Alors à 7 heures, j'étais chez lui. Et toujours très gentil. Et une des premières questions qu'il me pose, il me dit, j'espère que vous avez bien dormi. Ah ben je lui dis non, c'est bon, je n'ai pas dormi. Ah, mais pourquoi? J'étais inquiet. Mais je lui dis non, mais vous m'avez dit hier que vous vouliez de moi comme secrétaire. Or, ma mission, c'est d'être le secrétaire de Georges Bidault. Oh, il me dit, je lui en parlerai et j'enverrai un télégramme à Londres. Et puis tout de suite, il m'a donné la pile des rapports à décoder, etc. Et ça a été, nous n'avons plus jamais parlé. Voilà comment. Et alors, à la suite de ça, il m'a expliqué ce qu'il était, et il était peintre. Et il avait une galerie de tableaux à Nice. Il était marchand de tableaux sur des faux papiers. Et donc, il m'a dit, il faut que vous compreniez ce que je fais, etc., etc. Et alors, chaque fois que nous avions nos conversations de travail, mais que nous étions dans un restaurant, que nous étions au milieu de la foule, enfin, je ne sais pas, brusquement, il changeait de conversation. Et tout d'un coup, il me parlait de Cézanne, de Picasso, de Rouault. Évidemment, je ne connaissais aucun de ces noms. Ma famille ne s'intéressait pas du tout à la peinture. J'avais jamais été dans un musée. Et j'écoutais. Je ne comprenais pas un mot de ce que me disait. Et ça s'est passé pendant toute l'année où j'ai travaillé avec lui. Et donc, voilà mes rapports avec Jean Moulin. Si vous voulez, c'est que d'un côté, il y avait les rapports de travail où c'était le préfet. Il fallait que tout soit traité, tous les papiers, tous les télégrammes, toutes les lettres, tout. Les rendez-vous que j'avais le matin avec lui à 7 heures, je venais dans sa chambre, une chambre qu'il avait louée, et j'apportais les télégrammes de Londres, les lettres qui venaient des mouvements de résistance, les tracts, les journaux clandestins, enfin tout, que j'avais lu, que j'avais dépouillé, que je lui apportais. Et suivant, quelquefois il était tout habillé, il était en train de déjeuner, d'autres fois il était en train de se raser, il venait de se lever. Et pendant qu'il se rasait, je lui lisais des extraits des journaux clandestins, enfin c'était la vie. Et alors bon, s'il n'y avait pas beaucoup de courriers, ça durait un quart d'heure, une demi-heure. Quand il y avait les rapports de Londres, les choses comme ça durait 2 heures. C'était tout à fait libre. Et puis alors après, il partait à ses rendez-vous. Et puis moi, je partais au mien. Et puis on avait un rendez-vous de secours à midi. Et puis, la plupart du temps, je ne le voyais pas. Et puis le soir, pratiquement tous les soirs, je dînais avec lui. Et alors là, ça durait jusqu'à... On dînait en général avec Bidault, qui s'occupait de toute la presse et qui lui disait un peu ce qui se passait à Vichy, ce que l'on disait. Enfin, il avait beaucoup d'informations sur Vichy, beaucoup d'amis à Vichy, etc., etc. Voilà, mais ça durait très tard. Et pendant le dîner, Jean Moulin rédigeait des morceaux de télégrammes, des trucs. Et puis je partais avec 1, 2, 3, 4 télégrammes que je devais envoyer dès que je rentrais chez moi. Et puis ça recommençait le lendemain. Voilà. On va peut-être prendre une toute dernière question. Bonjour, Monsieur Cordier. Je suis Alain Adrien, parisien. Je voulais vous demander conseil d'une certaine façon. Depuis cette année 2014, le 27 mai est Journée nationale de la résistance. Depuis, grâce à une loi de juillet 2013. Nous avons organisé à Paris, en tout cas à l'Hôtel de Ville, cette journée du 27 mai 2014, où on a pu déplacer un peu plus de 2000 personnes, sans moyens, évidemment. Le prochain 27 mai envisage la panthéonisation de 4 personnes, et le texte de loi précise que on doit aller dans le sens
de l'information des jeunes, des collégiens, lycéens, etc. Est-ce que vous auriez conseil à nous donner pour mieux passer ce message vers les jeunes sur cette journée nationale de la résistance? Est-ce que je dis aux vieux? Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? J'ai pas de discours. Je raconte un passé. Je suis hélas un des derniers témoins de ce passé et j'essaie de transmettre ce passé. Mais non, c'est très très difficile de répondre. Parce qu'il y a une chose, c'est que le pays dans lequel je suis né n'a pas beaucoup de rapport avec celui dans lequel je vais mourir bientôt. C'est que la France, oui, mais je vous l'ai dit, et c'est quelque chose à quoi je suis très attaché et qui peut, j'allais dire, nous sauver. C'est l'Europe. Parce que la France, aujourd'hui, hélas, pardonnez-moi de vous le dire, mais ce n'est plus rien. Ce n'est plus le pays dans lequel je suis né à la fin de la guerre de 1914. Et l'enfance que j'ai passée au milieu de 5 millions d'anciens combattants. Ce n'est plus du tout le même pays. Parce que nous sommes 60 et quelques millions. Parce que nous sommes incommensurablement plus riches. Parce que l'histoire avance et que, je vous l'ai dit, mais je ne peux vous dire que mon propre sentiment, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de penser autrement, mais la France ne peut exister que dans l'Europe. Voilà, c'est mon sentiment. On va s'arrêter là-dessus, Daniel. On va s'arrêter là-dessus. Il y a des livres qui sont là-bas.